Bonjour à tous, bonjour à toutes. De nouveau, nous avons une séance du Cercle du renouvellement constitutionnel, analyse de la Constitution de la Ve République. Nous avons commencé le préambule de cette Constitution et nous en sommes aujourd'hui rendus à la Charte de l'environnement de 2004. C'est la deuxième séance aujourd'hui à ce propos, toujours sur la partie introductive de cette charte. Christian, je te laisse la parole pour poursuivre cette présentation. Je te prie. Voilà, Merci. donc suite de la première présentation, de la première prémisse ou considération. Alors, on ne sait pas quel mot donner à cette introduction à la Charte de l'environnement. C'est une série de 7 affirmations que la Charte présente comme étant des considérations avec lesquelles le peuple français serait d'accord. J'avais signalé que le peuple français n'a pas été consulté sur ces considérations qui sont assénées comme étant des vérités indiscutables, voire des théorèmes scientifiques. En fait, à bien y réfléchir, je préfère employer le terme prémisse. C'est le terme prémisse que j'emploierai jusqu'à la 7e. Prémisse à des articles constitutionnels, c'est-à-dire des articles supposés être coercitifs, alors que les prémices ne le sont pas. Les prémices sont là pour valider, en quelque sorte, légitimer les 10 articles coercitifs qui vont suivre. Alors, la deuxième prémisse, elle s'exprime ainsi. Alors, le peuple français, considérant que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Donc, l'avenir de l'humanité est indissociable de son milieu naturel, et même plus encore que l'avenir, l'existence même de l'humanité est indissociable de son milieu naturel. Bon. C'est-à-dire que on parle non seulement de l'avenir, mais on parle de l'existence. Donc, il faudrait, à mon avis, imaginer que existence, ça veut dire le présent. Hein, l'avenir et même le présent de l'humanité est indissociable de son milieu naturel. Alors, à première vue, ça énonce une évidence. Bon, ce qui est déjà, à mon avis, qui justifie déjà une pénalité, parce que énoncer une évidence, ça n'a strictement aucun intérêt dans une constitution à vocation juridique, à vocation de guider la rédaction de la loi ordinaire, qui se trouve, je rappelle, en dessous de la Constitution, en dessous au niveau de son importance et de sa valeur, de sa force plus exactement. À première vue, donc, ça énonce une évidence. À deuxième vue, on se demande, j'ai commencé à aborder un peu cette question, quelle différence y a-t-il entre avenir et existence? Alors, est-ce qu'on doit comprendre existence comme synonyme de présent? Alors, tout de suite, on se demande pourquoi ne pas avoir dit l'avenir est le présent même de l'humanité, est indissociable de son milieu naturel. Alors, cette interrogation que je pose, en fait, elle ouvre quelque chose qui va devenir récurrent, c'est-à-dire, qui ressort de mes analyses, hein, de ma façon de lire cette charte de l'environnement, c'est-à-dire une hypocrisie permanente qu'on va retrouver. On ne dit pas les choses exactement telles qu'elles sont, et on verra pourquoi. On verra, en fait, cette hypocrisie a un objectif, bien entendu. Elle n'est pas là par hasard et de façon tout à fait aléatoire. Et donc, l'avenir et le présent est indissociable de son milieu naturel. Deuxième vue. Alors, troisième vue, en y réfléchissant bien, eh bien, c'est objectivement faux. C'est faux de dire que l'avenir et le présent même de l'humanité est indissociable de son milieu naturel, puisque le peuple français, qui considère ça, il ne considère pas ça, le peuple français. Parce que le peuple français, par l'intermédiaire de ses représentants, bon, de toute façon, il ne peut pas faire autrement, nous sommes un système d'oligocratie, le peuple français, il est favorisé, depuis environ 170 ans, mettons 2 petits siècles,
la mise en place d'un mode de vie de plus en plus dissocié du milieu naturel. Les villes, le mode de vie technologique, etc. Donc dire comme une prémisse évidente que le présent de l'humanité est indissociable de son milieu naturel, c'est objectivement faux, puisque plus ça va, plus le mode de vie, des Français en tout cas, puisqu'il s'agit du peuple français, se dissocie de son milieu naturel. Alors, je vous rappelle la définition de l'écologie. Hein. La définition de l'écologie, c'est l'étude des lieux et conditions d'existence des êtres vivants et l'étude des rapports qu'ils établissent avec leur environnement. Voilà. C'est important d'avoir toujours en tête cette définition générique de l'écologie, parce qu'au-dessus de cette charte de l'environnement plane toujours le non-dit, et que ça soit une charte en fait de l'écologie. Bien. Alors, donc cette deuxième prémisse, elle est fausse, pire, elle est trompeuse, et pour tout dire, elle est mensongère. Donc, moi, je ne préconiserai pas de pénalité, mais un veto pur et simple, voire une condamnation par le Conseil de contrôle constitutionnel citoyen, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, qu'il faudrait instaurer, qu'il faudrait mettre sur pied, afin de, disons, de juger de la Constitution autrement que par l'intermédiaire du Conseil constitutionnel, qui, nous savons tous, est une farce, ou au moins, disons, une officine salariée de l'oligarchie au pouvoir. Donc, une condamnation par ce 4C, Conseil de contrôle constitutionnel citoyen, une condamnation des rédacteurs de cette deuxième prémisse pour forfaiture. Forfaiture. Puisque on compte baser les 10 commandements coercitifs qui vont suivre sur une affirmation qui est une affirmation fausse, ça serait pas grave, mais elle est mensongère, et on va voir en fait que toutes les affirmations mensongères ou fausses que je vais débusquer visent finalement, on va s'en rendre compte de l'ensemble de cette charte de l'environnement, à légitimer les activités du green business, appelez-le écolo-business, appelez-le capitalisme vert, appelez-le comme vous voulez. Donc voilà pour la deuxième prémisse. Alors, je vais faire la troisième prémisse, ou alors on discute d'abord de cette deuxième prémisse avant de faire la troisième peut-être, oui. Oui, parce que l'analyse de la troisième soulève des concepts nouveaux et différents. Voilà ce que je peux dire sur cette deuxième prémisse, et que j'ouvre à la discussion. On va tâcher de faire la troisième dans la foulée. D'accord. Ah, si, je voulais également, juste avant d'engager l'échange, indiquer que, une fois n'est pas coutume, je vais proposer, à l'issue de l'analyse critique de l'intégralité de cette charte de l'environnement, je vais proposer 2 chartes contradictoires. Une qui serait une véritable charte de l'environnement, telle qu'elle aurait dû être écrite, telle qu'on devrait l'écrire, enfin telle que je propose de l'écrire. Bon, ça, c'est intéressant, disons, c'est la proposition de Christian Lerue, et ça vaut ce que ça vaut, mais une deuxième charte de l'environnement qui est une charte qui ne serait pas hypocrite. Parce qu'en fait, dans cette charte de l'environnement, vous allez le voir au fur et à mesure de mes critiques, je dis que les mensonges, les hypocrisies cachent en fait un dessin qui est extrêmement clair, extrêmement précis. Alors, moi je propose de réécrire la charte de l'environnement telle qu'en fait, ils devraient l'écrire en fonction de ce qu'ils veulent dire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on en aura l'occasion d'en reparler. Je voulais annoncer ça en début de toute cette série d'analyses. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Jean-Charles, tu veux réagir en premier ou je le fais? Oh, vas-y, Luc.
Bon, bah, je dirais que j'ai pas grand-chose de plus à dire que ce qu'a dit Christian. Je ne suis pas allé fouiller à ce point-là cette charte, évidemment. Mais effectivement, on l'a déjà souligné lors de la première émission, c'est une hypocrisie permanente. Et à ce propos-là, j'ai trouvé dans les travaux préliminaires à cette charte, j'ai trouvé une rédaction réalisée par Yves Coppens, donc paléontologue, paléo-anthropologue, donc pas forcément, je dirais, qualifié en tant que scientifique pour traiter de ce sujet, dans lequel il disait la chose suivante, je vais vous lire le texte rapidement. Un consensus des autorités scientifiques et des autres représentants de la société civile autour de 3 idées forces, donc, qui président à la rédaction de cette charte. Première idée, l'interdépendance de l'homme et de la nature. La prise de conscience des atteintes portées par certaines activités humaines à l'environnement et à leurs conséquences sur l'avenir de nos sociétés. Troisième idée force, la nécessité, enfin, de promouvoir le développement durable. Je dirais que autant sur les 2 premières, je dirais, bah, là c'était dans leur discussion interne, on est dans les constats, je dirais, qui sont quasiment incontestables, justement, puisque il y a certes une hypocrisie, une forfaiture qui vient dans la 3e idée force, mais il y a un fondement de réalité sur la dégradation de l'environnement planétaire. Bon. Alors je passe au-delà des climato-sceptiques, etc., mais le réchauffement climatique en est évidemment une manifestation de premier ordre, mais il n'y a pas que celle-là sur le niveau de l'environnement. Il y a également les pollutions de tout ordre, notamment des plastiques qui se retrouvent partout, les microplastiques qui se retrouvent absolument partout, y compris dans l'alimentation maintenant, tellement ils arrivent à se diffuser de façon absolue. Et puis un 3e élément, champ de dégâts, c'est l'extinction massive des espèces à laquelle nous assistons aujourd'hui, du fait de nos activités. Donc ces impacts, ils sont tout à fait réels, ils sont tout à fait clairs, ils sont incontestables. L'extinction des espèces, c'est la moins contestable. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que c'est celle dont on parle quasiment le moins. Mais bon. Peut-être parce qu'elle est la moins contestable, justement. Sur cette... c'est là aussi, je pense que tu as tout à fait raison de dire que, en fait, le processus humain, surtout dans cette phase progressiste, croissanciste, a été justement de nous artificialiser de plus en plus et de nous isoler de plus en plus du milieu naturel, de la nature. Pour autant, nous en demeurons quand même totalement dépendants, parce que les artifices ne sont jamais que des constructions au-dessus d'un environnement, d'un cosmos qui est le nôtre. Donc voilà en gros ce que j'aurais à dire sur leur intention et sur le mensonge. Tout est dans cette histoire de développement durable et en définitive de vendre, de faire du greenwashing, du green business, de tout ce qu'on voudra bien, tout ce qu'on nous vend, non seulement pour faire du business, et ça c'est ce qui est pas forcément efficace d'un point de vue écologique, hein, au point de vue strict, d'un point de vue strict, ça on s'en fiche totalement. Ce qui est important, c'est pas que les panneaux solaires par exemple soient efficaces, mais qu'on vous vende des panneaux solaires. Après le reste, au contraire, il vaudrait mieux qu'ils tombent en panne assez rapidement pour qu'on puisse vous les revendre une nouvelle fois au bout d'une dizaine d'années. Donc voilà. Christian, je pense que pour finir sur ta proposition, qui est une proposition donc de rédaction de ce que pourrait être une charte de l'environnement,
Bah, écoute, c'est vrai que c'est pas quelque chose que c'est quelque chose qu'on s'interdit plutôt habituellement. Hein, de dire, bah, nous, on est en amont des constitutions, donc on ne se projette pas dans ce qui est, dans ce que pourrait être une constitution. Mais je dirais que par exception, pourquoi pas faire l'exercice d'essayer nous-mêmes à titre d'exemple justement, hein, et peut-être justement simplement à titre d'exemple sur un domaine que tu maîtrises bien, sur lequel je pense que tu as bien travaillé, bien pourquoi pas faire l'exercice à titre exemplaire d'essayer de rédiger une charte de l'environnement telle qu'elle devrait être. Voilà, pour ma part. Jean-Charles? Oui, bien, on s'était quitté la dernière session sur ce sujet, sur le fait que j'agréais d'une certaine façon les vérités, enfin les prémices et considérations qui avaient des aspects de vérité. Comme tu l'as dit, Christian, les considérations sont plaquées comme des vérités incontestables qui doivent servir de base à ce qui suit aux résolutions, aux prétendues résolutions qui suivent dans les articles en dessous de ces 7 prémices, comme tu les as décrits. Donc effectivement, c'est un procédé très rusé. Lorsqu'on veut faire admettre quelque chose, on l'habille avec des atours qui ont un aspect incontestable. C'est un petit peu ce qui est tenté et réussi pour la plupart des gens et des intellects à travers ces 7 prémices. Bon, j'attends d'aller plus loin dans ces 7 prémices. Donc, la critique qui est à faire sur ces 7 prémices, et sur tout le texte d'ailleurs, c'est que c'est très anthropocentré. Hein, donc, c'est clair qu'on aurait pu écrire malgré tout, parler du vivant, ou parler du règne animal, règne végétale, etc. Parler de biodiversité un petit peu plus. À un moment donné, quand même, il est cité la diversité biologique dans le 5e alinéa de ces vérités. Donc, effectivement, il faut malgré tout plus se méfier que je ne l'ai fait dans la première lecture, et je suis certain que on va pouvoir déceler des choses qui ne vont pas, de l'hypocrisie et des intentions cachées et des buts, effectivement, comme que vous avez tous les deux décrits, greenwashing, croissantisme, etc. Donc effectivement, il faut se méfier. Ce que je n'ai sans doute pas fait suffisamment la semaine où on en a parlé. Donc oui, je suis sensible à l'hypocrisie qui transparaît lorsqu'on essaye de traduire, en particulier le fait que lorsque tu parles du fait que il y a une dissociation, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Donc oui, c'est quand même une évidence historique. Mais ce qui manque, le pendant qui manque et que tu as relevé, c'est que tout est fait pour se dissocier du milieu naturel. Donc, il y a une espèce de schizophrénie. On affirme quelque chose qui est malgré tout, j'en reste convaincu, une évidence, que l'humanité, et encore une fois, on pourrait parler d'autre chose que l'humanité, c'est-à-dire que le vivant, enfin la vie sur Terre, est indissociable du biotope dont il est question. Mais effectivement, il y a une espèce de hier, enfin c'est même quasiment psychopathique en psychologie, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais effectivement il y a l'autre proposition qui est de dire et de compléter la phrase et de dire, comme tu l'as fait Christian, que nous faisons tout pour justement nous dissocier de ce milieu naturel.
et peut-être faire amende honorable, voilà, et là, de faire en sorte qu'on change cette fuite hors de la nature, dans un milieu non naturel, hors nature. Donc c'est un petit peu ce qui se passe, en fait, ce sont des vérités souvent plaquées, mais qui sont séparées d'une deuxième proposition, proposition au terme grammatical du terme, de ce qui manque à la suite de l'affirmation par rapport au chemin que nous avons pris. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Grosso modo, toute cette histoire résume ce petit débat, et simplement tout ce que vient de montrer Christian. C'est encore une fois le gloubi-boulga écologiste qui a tendance à mettre des choses immense, universelle, etc., dans une espèce de philosophie très médiocre au niveau du niveau, et toute cette volonté. Alors, est-ce que c'est une hypocrisie alors, je suis certain qu'il y a des gens qui, à la rédaction de cette chose-là, donc effectivement sont coupables d'hypocrisie, avec des intentions telles qu'elles ont été données. Mais le pire, c'est de s'imaginer qu'il y a des gens qui l'ont écrit lobotomisé, c'est-à-dire sans avoir conscience de cette capacité. C'est souvent ce qui se passe chez les écologistes. Et on va pas faire je vais pas faire un discours global, puisque là on va se revenir sur les articles, mais globalement, malgré tout, et pour en finir, toute cette histoire joue sur l'émotion. C'est-à-dire que là, on a eu le Covid, on a eu etc. Bon, on jouait sur les peurs. Les guerres, machin, on joue actuellement, et on le sait, sur les peurs. Et le fond de l'écologie, donc, joue sur des peurs millénaristes, comme on dit, et comme Luc l'a dit, fin des espèces, fin de la vie sur Terre, en tout cas de l'humanité. Voilà. Et en plus de jouer sur les peurs, pour accompagner cette peur, sans aller dans l'exagération d'une peur millénariste, les écologistes entretiennent leur terrain de jeu à partir de simples émotions, de bonne conscience, au pays des fées et des licornes. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer pour moi, de lire la chose. Il y a les hypocrites, les gens, les commerçants, comme d'habitude, et puis il y a les naïfs, voilà, qui ont sans doute, enfin, il y a deux façons d'envisager les rédacteurs de cette charte. Voilà pour tout ce que j'ai à en dire. Et, merci Jean-Charles. C'est très bien ce que tu viens de dire, puisque effectivement, ce que tu décris, c'est quelque part la fabrique du consentement. Donc, toute une ingénierie sociale pour réussir à faire croire aux gens que toutes ces idées viennent d'eux-mêmes, hein, en définitive, or qu'en fait, elles leur ont été instillées de façon tout à fait importante. Et tu as aussi raison d'insister sur l'hypocrisie, parce qu'il y a, en complément de ce que je disais précédemment, sur le site du Conseil constitutionnel, on voit très bien quelle est la valeur qu'il faut donner à cette charte. Et je cite, hein, je suis sur le site, qui concerne la charte de l'environnement de 2004. Si ces alinéas ont une valeur constitutionnelle, virgule, aucun d'eux n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Alors, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. On a fait tout un tas de déclarations dans cette charte, mais il n'en découle aucun droit ou aucune liberté que garantit la Constitution. En gros, on a fait un gros cache-sexe, et ceci est confirmé par l'AQPC 2014-394, qui a validé que ça n'ouvrait strictement aucun droit, et l'AQPC 2012-
283, qui confirme qu'en définitive, on a fait ça, mais en gros, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce texte pour dire, bah non, ce que décide l'État ou ce que fait tel acteur est illégal. On est vraiment dans l'hypocrisie la plus totale, et là, elle est même inscrite dans le... Je mets le lien de ça dans le chat pour que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est vraiment une dimension d'une hypocrisie totale. Voilà, ça s'appelle donc la Charte de l'environnement, la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement. Voilà. Et c'est ce dont tu viens de parler. C'est ça. D'accord. Donc l'hypocrisie, elle est même reconnue, je dirais, quasiment, de toute façon. Enfin, est consignée dans 2 QPC. Christian, si tu veux poursuivre sur... Attends, tu as mis je le vois pas dans le chat. Tu l'as mis dans le chat? Si, oui, il y est. La phrase qui commence par « si », celle que tu viens de citer, bah, je ne la vois pas. C'est dans le premier article ou c'est à la fin peut-être? Non, c'est plutôt à la fin. Ah oui, si ces alinéas ont une valeur constitutionnelle, aucun d'eux n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Oui. Oui, c'est très intéressant. On n'avait pas vu ça. D'accord. Voilà, donc nous poursuivons notre entretien sur cette charte de l'environnement. Christian nous poursuit donc en introduisant sa 3e critique majeure de ces prémices à cette charte. Ouais. Critique de la 3e prémisse. Juste avant, très rapidement, 3 remarques sur ce qui a été dit au cours des échanges relatifs à la 2e prémisse. Luc, quand tu as parlé des atteintes à l'environnement, bon, c'est la prémisse numéro 5, ça, on va en parler. Et Jean-Charles, quand tu as parlé d'anthropocentré, bah, c'est la prémisse numéro 3, on va en parler. C'est la 2e remarque. La 3e remarque, c'est concernant l'information que nous a donnée Luc sur le Conseil constitutionnel, sur l'avis du Conseil constitutionnel concernant la Charte de l'environnement. Eh bien, il a raison, le Conseil constitutionnel. La Charte de l'environnement ne dit rien. Bon, donc, il dit, bon, elle n'est pas grave, cette charte, parce qu'elle ne dit rien, c'est un prêche de curé. Bon, on va voir, ça va se confirmer. Alors, donc, prémisse numéro 3. Le peuple français considérant que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Alors, bon, voilà l'expression la plus aboutie de l'anthropocentrisme absolu de cette charte. C'est-à-dire, et les animaux, et les végétaux, enfin bon, l'homme est un animal, voilà, mais la nature n'appartient qu'à l'homme, voilà, qu'à l'espèce humaine. Donc c'est l'anthropocentrisme, c'est aussi la mégalomanie, parce que la nature appartient à l'homme, enfin, c'est le mot patrimoine qui est utilisé. C'est-à-dire que la nature, c'est le patrimoine de l'homme, un petit peu comme notre maison, la maison d'un individu, c'est le patrimoine d'un individu. Alors c'est tout le contraire. Bon, encore une affirmation radicalement fausse, c'est l'homme qui appartient à la nature. Hein? L'homme est partie intégrante, toute petite partie intégrante de la nature. Et donc, l'homme est partie intégrante du patrimoine de la nature. C'est l'homme qui a un patrimoine de la nature. Hein, c'est exactement le contraire. Donc, c'est faux, c'est mégalomane, c'est un péché d'orgueil. Disons pas tant parce que, avec cette façon de dire les choses, en fait, ce qui est sous-tendu, c'est que l'homme est plus fort que la nature. Non seulement la nature appartient, mais l'homme est plus fort, est devenu plus fort que la nature. Or, tous les signes sont présents aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas atteints de cécité, qui veulent bien regarder, d'un retour à la raison. Un retour à ce que, en fait, la nature est bien plus forte que l'homme. L'homme, d'ailleurs, est en voie de perdre cette autonomie
qu'il avait cru pendant 2 siècles pouvoir exercer et domestiquer la nature, il est en route, il est en perte d'autonomie, un petit peu comme une personne très très âgée en fin de vie, hein, et qui voilà, est en perte d'autonomie, et il est en route vers une hétéronomie inéluctable, c'est-à-dire qu'il est soumis tout simplement à des forces qui le dépassent. Et cette hétéronomie inéluctable, elle est réellement durable. Alors que cette autonomie éphémère de 2 siècles, on est en train de s'apercevoir que donc c'était simplement une bulle. Voilà. Et donc, mais là encore, on va le vérifier à chaque prémisse, ça introduit encore une fois cette légitimation de ce que j'appelle le green business. On sait plus que le greenwashing. Le greenwashing, c'est peindre en vert un petit peu tout. Non, là, il s'agit d'un département spécifique du capitalisme, hein, un petit peu. Là, on a construit un étage supérieur. Ça s'appelle capitalisme vert ou écolo business, hein, green business. Et il a besoin, ce département du capitalisme, d'une caution constitutionnelle, une caution juridique, presque vertueuse, afin de pouvoir exercer son activité lucrative. Bon. Et donc, le fait de dire que le patrimoine, la nature, c'est un patrimoine, eh bien, c'est encore une affirmation, une légitimation du green business. Voilà, donc pour ce qui concerne cette prémisse numéro 3, qui est, qui évidemment doit être sanctionnée de la même façon que la prémisse numéro 2, hein, aussi, de façon aussi sévère. Voilà, donc il s'agit réellement d'une forfaiture encore plus grave, puisque là on passe par perte et profit toute la vie de la nature, la vie animale et la vie végétale, au seul profit de la vie humaine. Donc, condamnation sévère, veto bien entendu, rayé de cette charte de l'environnement, et puis condamnation par le Conseil constitutionnel citoyen des rédacteurs de cette 3e prémisse. Il faut chercher qui est-ce qui a poussé à ce que cette énormité soit inscrite en clair dans cette charte de l'environnement. Voilà. Voilà pour la 3e prémisse. Jean-Charles. Oui, bah écoutez, je suis complètement d'accord, là, il n'y a aucun souci. Et merci Christian pour cet assaut bien mené. Quand je lis cette chose-là, pour moi, j'ai l'impression de lire, je sais pas, une phrase qui aurait pu tomber dans Mein Kampf. Sur les races inférieures, voilà. On peut aussi, toute la littérature qui justifie l'esclavage, voilà, les Noirs ou je sais pas quoi sont des races inférieures. On peut avoir exercer une domination dessus. Voilà, c'est ma propriété. Voilà, c'est les désirs. Enfin, c'est les désirs qui deviendraient, enfin, des gens qui rédigent des choses, qui essayent de faire que leurs désirs, étant écrits, deviennent des réalités. Voilà, c'est terrible, c'est fasciste, totalitaire, c'est tout ce que vous voulez, c'est détestable. Voilà, il n'y a rien à en dire, c'est lamentable, mais intellectuellement, on est en présence, et c'est effroyable. On est en présence d'esprits, enfin ceux qui ont rédigé ça et qui l'ont signé. On est à cet endroit-là de l'écriture en présence d'esprits rétrogrades. Voilà, je suis consterné par le fait que ça puisse figurer dans un écrit du bloc constitutionnel. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. D'accord. Merci Jean-Charles. Bah, écoute,
moi non plus, j'ai pas grand-chose à ajouter à la démonstration implacable de Christian, que je souscris à 100%. Ce que tu viens de dire, Jean-Charles, me donne l'opportunité, par contre, peut-être de prolonger, parce qu'en définitive, est-ce que cet autre anthropocentrisme, ce libéralisme absolu, puisqu'il y en a qui va pour certains en disant que le corps est la propriété des êtres humains, son propre corps est sa propre propriété, c'est-à-dire de tout voir sous forme d'appropriation, comme cela, est-ce que, quelque part, qui est issu du libéralisme, et dans les réflexions philosophiques de quel le libéralisme a surgi, je me demande si justement on ne doit pas, qui est dans la vague humaniste, je me demande s'il ne faut pas voir là-dedans justement une dérive de l'humanisme, une perversion de l'humanisme qui serait devenue complètement fou et plus du tout justement isolé, s'émancipant totalement de la nature. J'ai eu l'occasion de le dire peut-être ici et ailleurs. L'homme est fait à la fois de nature et d'artifice, c'est indissociable. Mais là, on est dans une fuite en avant dans les artifices qui devient complètement qui nie quelque part. Enfin, ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, c'est dans ce truc qui se dit, ah bah, il faut se reconnecter à la nature, ou quelque part, c'est l'endroit où sa négation est la plus affirmée. Et c'est assez à la fois paradoxal et révélateur. Voilà. Oui, c'est ce genre de dérive intellectuelle, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas dans le cerveau pour écrire ce genre de choses. Dans l'article précédent, on voyait que on se positionnait, enfin, qu'il fallait envisager le fait qu'on était hors nature. Voilà, et là maintenant, on est en train de s'approprier la nature, et l'homme étant la nature, c'est aussi la porte ouverte au transhumanisme, puisque l'homme étant patrimoine naturel en soi, même si justement c'est nié dans cette chose-là, mais à rebours, on peut envisager que des règles d'appropriation par le marché ou par ces forces de l'artifice de l'homme lui-même. Et on en vient donc à la prochaine, enfin à la signature qui est seulement annoncée heureusement pour l'instant par l'OMS, de pouvoir gérer d'une façon contraignante de Genève les mesures sanitaires du monde entier en matière de pandémie, et ce n'est qu'un début. Donc voilà, c'est ce genre de dérive, voilà, des choses qui n'ont plus aucune relation, et en tirant les fils, rationalité, pardon, en tirant les fils, on se rend compte qu'on peut aller jusqu'aux pires exactions monstrueuses, voilà, on peut imaginer. Un dernier mot, Christian, ou on en reste là? Oui, ben, alors non, pas sur cet article, cette troisième prémisse. Je pense que j'ai pas à ajouter. Je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Il est 14h06. Je propose qu'on fasse la quatrième, parce que sur laquelle j'ai très peu de choses à dire. Parce qu'ensuite, la cinquième, bon, elle est très importante, la sixième, la septième aussi. Si vous êtes d'accord, je voudrais expédier, si j'ose dire, un petit peu la quatrième prémisse. Allons-y. Ah, voilà. Alors, la quatrième prémisse, c'est le peuple français considérant que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie, et sur sa propre évolution. Bon. Alors, à première vue, et il y a souvent en première vue et à deuxième vue, hein. À première vue, bon, bah, ça mange pas de pain de dire ça n'a pas l'air, bon, il n'y a pas de charge particulière, hein. Sauf que, il faudrait quand même ajouter, enfin disons, alors on va dire autrement en termes de critique,
ça oublie une chose, quand on dit l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie. Bon, ça, on va passer les conditions de la vie, c'est tellement large que voilà. Et alors l'homme exerce une influence croissante sur sa propre évolution. L'homme exerce une influence croissante sur son évolution. Et on oublie la nature. La nature va, sous peu, exercer une influence extrêmement importante sur l'évolution de l'homme, peut-être plus que l'homme en a exercé pendant un siècle ou deux. Voilà. Bon. Il conviendrait que la vérité, si on voulait vraiment être exact dans la recherche de qu'est-ce qui exerce une influence sur l'évolution de l'homme, de dire la nature est en train d'exercer une influence croissante. Bon, mais là, c'est je ne sais pas si on peut appeler ça une critique, c'est une omission coupable qu'il faut signaler, que je signale là, voilà, sans plus. Oui. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre à dire sur la quatrième prémisse. Personnellement, j'ai rien d'autre. Enfin, moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que l'extinction massive des espèces à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui nous est totalement contemporaine, l'influence croissante, ouais, elle est tout à fait croissante. Et je dirais que ça reste très vague là, justement, hein, comme je disais, et pourtant, l'influence, elle est très directe, elle est catastrophique. Hein. On parle de la 6e extinction, quand même, de masse, sur la planète. C'est quand même pas rien. Et c'est passé complètement sous silence, alors que là, on pourrait dire que ça serait l'endroit pour l'évoquer. Bon. Jean-Charles, peut-être ? Écoute, oui, on constate l'incomplétude de chacun des articles, c'est-à-dire que véritablement, on voit que ces vérités sont assénées à un niveau juste scolaire. C'est très scolaire, c'est ce que pourraient sortir des élèves, je sais pas, de 5e, 4e, 5e, voilà. Simplement, effectivement, il est intéressant d'aller chercher la proposition inverse, comme l'a fait Christian, et d'affirmer que que la nature a aussi une action rétroactive sur l'homme. Et sur son évolution. Donc on peut effectivement aller chercher la proposition inverse et voir que si on peut inverser. Donc oui, c'est intéressant de le faire. Là, je pense pas que ça soit absolument criminel que d'oublier ce possible regard inversé. C'est quelque chose qui fait que l'écrit est incomplet, mais cette omission n'est pas forcément coupable pour le coup. Voilà, simplement c'est un niveau très scolaire d'écriture et de considération philosophique, de regard sur le sujet sur lequel on se penche. Voilà, mais que de dire que la nature exerce une influence sur l'homme, ça fait partie aussi des évidences, puisque depuis toujours, l'homme, on vient de le dire, fait partie de la nature. Donc oui, tu disais en introduction de ton premier article que ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt, tu as dit, d'écrire des évidences. Bah non, des fois c'est intéressant d'écrire des évidences, mais c'est dommage qu'elles soient incomplètes. Voilà, on est bien d'accord. Je pense que c'est pas anodin ce que tu viens de dire, Jean-Charles, le fait que ça soit d'un niveau de 5e, comme tu le dis, pour un texte constitutionnel. Alors, il faut que ça soit lisible par tout à chacun, et je pense que ça doit être lisible, y compris par des élèves de la primaire. Mais le fait que ça soit incomplet de cette façon montre en fait que le niveau des rédacteurs n'est pas au niveau philosophique
qui conviendrait pour rédiger un préambule. Parce qu'un préambule, du coup je répète, je pense une charte d'environnement. Mais enfin, ça fait partie du préambule global de la Constitution. Ouais. C'est vraiment la partie la plus sensible, la plus difficile à écrire. Et je ne crois pas, pour différencier d'Étienne Chouard, qui pense que la Constitution peut être écrite par n'importe qui, ces parties-là sont effectivement extrêmement sensibles et délicates et nécessitent un fond philosophique qui, de toute évidence, est absent ici. Donc on en reste là, Christian, puisque je crois que tu es un peu pressé. Bon, puis comme c'est pas l'alinéa le plus sensible. Non, grosso modo, c'est une synthèse rapide. Le 4, bon, je le valide. D'accord. Ça va être le seul. Oui, d'accord. Oui, sans réserve. Avec quelques petites réserves. En disant qu'on peut mettre quelque chose d'autre. Ouais. Mais écrit comme ça, bon. Ouais. On ne peut pas trouver des critiques. Oui. C'est pas le pire. Fondé. Voilà. D'accord. Eh bien, nous en restons là et nous poursuivrons cette analyse lors de notre prochaine édition. Merci, monsieur.